Cette vidéo, elle s'adresse à tous les Renois de l'Afrique subsaharienne, de l'ouest du monde entier. Venez dans mon bureau 2 secondes, il faut qu'on s'explique sur quelque chose qui nous concerne tous. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je me prenais pas trop la tête avec les histoires de caste. Et je pense que la majorité d'entre vous, je pense que vous me rejoignez sur ce sujet. C'est-à-dire, nous, quand on était jeunes, on traînait avec nos frères qui étaient de différentes ethnies. On traînait avec des Soninké, des Sarakolé, des Bambara, des Sénoufo. On traînait un peu avec tout le monde. Et pour nous, c'était juste des frères africains. Et on ne se prenait pas vraiment la tête avec les histoires d'ethnie ou bien de caste. Mais arrivé à l'âge de, on va dire un peu la maturité, vers 18-20 ans, c'est vers ces zones-là que les gens ils ont commencé à se mettre en couple et à vouloir se marier. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont commencé à comprendre ou bien à être confrontés à ces histoires de caste. Les familles se sont déchirées. Pourquoi? Parce qu'une fille était peut-être Rassunké ou bien Soninké était amoureuse ou bien d'un Bambara ou bien vice-versa. Un Bambara était amoureux d'une fille Soninké, mais le mariage devenait impossible. Pourquoi? Parce que c'était 2 ethnies ou bien de même ethnie mais de castes différentes. C'est-à-dire souvent, les familles rentraient en conflit à cause de ça et on a vu beaucoup de familles se déchirer. On a vu des enfants aussi qui ont été issus malheureusement hors mariage à cause de ces divergences interethniques ou bien intercastrales. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, on a remarqué à ce moment-là, je pense que chacun de nous, vous allez vous reconnaître dans mon discours, quand on a eu une vingtaine d'années, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser un peu aux histoires de caste. À travers quoi? À travers les confrontations au niveau des mariages. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais nous, nos parents là, c'est des racistes en fait. C'est des gros racistes. Et souvent même, j'avais des débats avec ma mère, je disais, mais vous là, je dis, vous nous prenez la tête en me disant, oui, mais il faut te marier avec une telle de chez toi, etc. Je dis, mais tant que les gens, ils s'apprécient, ils s'aiment, c'est ça le plus important. Et nos parents ils disaient non, il faut pas aller chez les autres, il faut rester entre nous, etc. Et pour moi ça c'était du racisme pur et dur. Et je vous assure que je pointais mes parents du doigt en les traitant, pas de vive voix comme ça devant eux, mais dans mon intime, dans mon intérieur, je disais mais eux c'est des cisras ces gens-là, c'est des racistes. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, venez dans mon bureau 2 secondes, on va s'expliquer. Nos parents étaient endogames et ils avaient raison 1000%. Je vous assure que nos parents, en réalité, ils avaient raison 1000%. Mais le problème avec les Africains, c'est qu'ils n'avaient pas la sagesse, ni la méthodologie, ni la pédagogie pour nous enseigner le pourquoi du comment afin qu'on puisse comprendre. Ils nous disaient juste faut pas aller ailleurs sans nous donner aucune explication. Et vu que nous sommes des enfants de l'Occident, qui avons été éduqués à Walt Disney, Melrose Place, Beverly Hills, on ne comprenait pas les enjeux en fait du métissage et le fait de bafouer toutes les règles endogames. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, ou bien pour qu'on puisse comprendre ensemble, venez avec moi dans mon bureau 2 secondes, on va se baser uniquement sur l'Empire mandingue. Vous savez, en Afrique, il y avait plusieurs empires. Il y avait l'Empire du Ghana, il y avait l'empire du Dahomey, il y avait l'empire Ashanti, il y avait plusieurs empires en Afrique. Mais, vu qu'on est en France, je pense que la majorité des gens vont se sentir concernés par l'empire mandingue. Donc on va commencer par analyser comment ça se passait dans l'empire mandingue avec les différentes ethnies et les différentes castes afin qu'on puisse comprendre. Bon déjà, regardez avec moi ce tableau. Quand vous regardez sur le tableau là, ici présent, vous voyez un tableau qui nous montre à peu près de visu l'étendue, la vasteté de l'empire mandingue, qui s'étend du Sénégal, de la Gambie, en descendant un peu vers la Guinée, qui remonte vers le Mali et qui a sa pointe jusqu'au Niger. C'est-à-dire c'était un vaste empire. Et dans cet empire-là mandingue, on avait à peu près plus d'une dizaine d'ethnies différentes, ce que je vais énumérer. On avait dans un premier temps les Touaregs. On avait les Maures, on avait les Peuls, on avait les Bamana, on avait les Malinké, on avait les Sarakolé, les Soninké, les Songhai, on a les Dogons aussi du Mali. On avait les Bozo, les Sénoufo, les tout couleurs et les Kassunké. Donc voilà les différentes ethnies qui peuplaient l'empire mandingue. Et ce qui est fort, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les ethnies différentes que je viens de mentionner étaient différents bien non seulement au niveau du dialecte. Au niveau du dialecte, ils étaient différents. Au niveau de la tenue vestimentaire, ils étaient différents. Au niveau des plats culinaires aussi, c'était différent. Au niveau de l'apparence physique, physionomique, anatomique, au niveau des codes, au niveau des valeurs, c'est-à-dire au niveau de tout, toutes ces ethnies-là étaient différentes. Je vous assure qu'à l'époque, un Soninké ou bien un Sarakolé, quand il traversait le marigot et qu'il arrivait de l'autre côté du marigot, ou bien de l'autre côté du fleuve ou bien de la rivière et qu'il tombait sur une autre ethnie de Peul, c'était totalement différent. C'est comme s'il avait voyagé de je sais pas combien de kilomètres. C'est-à-dire, juste en traversant le fleuve, il pouvait avoir accès à une autre ethnie qui avait souvent, parfois le même dialecte, parfois une langue différente, avec une autre culture, une autre manière de s'habiller, une autre tenue vestimentaire, une des caractéristiques physiques différentes, la couleur de peau changeait, la forme du visage, le nez, la taille, la morphologie, la corpulence, le charisme, c'est-à-dire tout était différent. Mais tous ces gens-là vivaient dans le même empire et coexistaient comme ça pendant des siècles. Et c'est pour ça, si on veut faire une corrélation, même venez avec moi, on va faire une corrélation avec le Coran Karim. Dans un verset du Coran, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il dit, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, en parlant de Adam. Ensuite, il dit, de cet être, il a créé son épouse. Et puis, il vous a fait, ensuite, des peuples et des nations différentes, afin que vous vous entreconnaissiez. Afin que vous vous entreconnaissiez, ça ne veut pas dire afin qu'on se mélange et qu'on se métisse. Non, ça ne veut pas dire ça. En réalité, le dessein divin, le dessein d'Allah, c'est que Allah a voulu, en fait, une pluralité de gens. Et c'est pour ça qu'Allah dit, afin que vous vous entreconnaissiez. Pourquoi? Parce que chaque ethnie avait une science, avait une culture, avait des
avaient même une science dans la médecine, ou bien dans la technologie, ou bien dans d'autres sciences peut-être même ésotériques, que d'autres ethnies n'avaient pas. Donc, ça faisait qu'il y avait une richesse en fait. Je ne sais pas si vous voulez. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, je vous assure, toi, tu peux être en France. Tu peux te dire, bon, je vais aller au village Akai. Tu vas voir les petits jeunes Akai, ils ressemblent plus à 50 Cent ou bien à Will Smith qu'à leur ancêtre Soumaoro Kanté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, avec la mondialisation et le métissage, toutes les ethnies sont en train de disparaître. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, nos parents qui étaient endogames, ils avaient raison. Parce que le fait d'être endogame préservait les ethnies, préservait les races, préservait les cultures, préservait les castes également. Et machallah, c'est cette pluralité ethnique qui faisait la beauté et la richesse de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous assure que ça, c'était une très 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 grande richesse. Mais après la colonisation et l'invasion des Européens, après leur conférence de Berlin qu'ils ont fait en 1884, c'est-à-dire les Européens, ils se sont mis autour d'une table, comme ça, entre eux, avec la carte de l'Afrique, et ils ont commencé à dire, bon, comment on fait avec ces gens-là là? Comment on va se partager le gâteau? Et ils ont divisé l'Afrique, ils ont partagé l'Afrique entre eux, en traçant des traits, des lignes droites. C'est pour ça que vous voyez par exemple le Mali, il y a une ligne droite perpendiculaire carrément. Alors qu'on sait très bien que dans la nature ne fait pas des frontières en ligne droite. Ça n'existe pas ça. Donc quand on voit la carte de l'Afrique aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des frontières qui ont été faites carrément au stylo avec une règle. Et ils sont venus, nous ont colonisés, et finalement on voit aujourd'hui que toutes ces ethnies-là, elles résistent un petit peu, mais elles sont en train de disparaître. Parce que la mondialisation est également en train de rentrer en Afrique. Parce que vous avez le Malien Soninké qui va faire du commerce en Côte d'Ivoire. Vous avez le Sénoufo qui va à Dakar aussi, qui s'installe là-bas, qui se marie avec, je sais pas moi, avec une Peul ou bien avec une Bamana. C'est-à-dire, il y a tellement de mélanges aujourd'hui que toutes ces ethnies-là sont en train de disparaître. C'est-à-dire la pluralité de ces ethnies-là avec leurs codes vestimentaires différents, leurs plats culinaires différents, leurs mœurs, leurs valeurs, leurs codes, etc. Tout ça est en train de disparaître. Pour laisser place à quoi? À une mondialisation qui a été imposée aussi par quoi? Par les Européens. C'est-à-dire aujourd'hui, même quand tu te balades en Afrique, tu n'es pas dépaysé. C'est-à-dire celui qui quitte Dakar et qui va en Côte d'Ivoire, au Togo, ou bien qui va au Niger, il a l'impression d'être dans le même pays. C'est juste que les gens parlent une langue différente. Mais c'est-à-dire même au niveau des codes vestimentaires, de la culture, de la mentalité, on est tous maintenant régulés sur une mentalité et des valeurs occidentalisées. Et ça, c'est réel. Et c'est dommage. Donc pour revenir à l'Empire mandingue était composé de différentes familles. Donc parmi ces familles-là, il y avait différents noms de familles. Et les noms de familles, en réalité, étaient synonymes également d'appartenance à soit un corps de métier ou soit une caste spécifique. Donc je vais vous les énumérer rapidement. Donc on va commencer par les noms de famille les plus connus. Vous m'excuserez pour les noms de famille qui ne sont pas mentionnés, mais je vais mentionner quand même les plus importants et les plus connus. Donc on commence d'abord en première liste par les Bakayoko. Il y avait les Bakayoko, les Sissoko, les Karamoko, les Soumaoro, les Sonko, les Diallo, les Sanogo, les Tiam, les Ndiaye, les Diop, les Sar, les Diouf, les Diaby, les Koulibaly, les Si, les Li, les Dia, les Diara, les Diarasuba, les Diawara, les Silla, les Kamara, les Doumbia, les Keita, les Djombera, les Bamba, les Fofana, les Tunkara, les Kourma, les Yatara, les Djatara, les Ouattara. Et pour finir par les Touré, les Traoré, les Sissé, les Savané, les Bérété, les Kouyaté, les Dramé, les Diabaté, les Sankaré, les Koné, les Konaté, les Doukouré. Et pour finir par les Kanté, les descendants de notre ancêtre Soumaoro Kanté. C'est-à-dire tous ces noms de famille que je viens de mentionner, Dieu seul sait qu'il y en a d'autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, si votre nom de famille est dans cette liste-là, sachez que vous êtes un descendant de l'Empire mandingue. Que vous le vouliez ou non, vous avez du sang mandinka à l'intérieur de vous. Vos ancêtres étaient des mandingues. Vos ancêtres ont vécu dans le mandé. Et vous voyez tous les noms de famille que j'ai cités là? Tous ces noms de famille avaient une signification qui était profonde. C'est pour ça, moi je me rappelle quand j'étais un peu jeune, quand je prenais des fois le métro, la ligne 13, et que je tombais sur des papas africains, Soninké ou bien Bamba, souvent quand je parlais avec eux, quand ils m'abordaient, toujours ils me demandaient Idjamoudjouma, c'est quoi ton nom de famille? Et moi ça me rendait ouf. Je disais mais c'est quoi eux leur problème? Toujours ils veulent savoir le nom de famille des gens. C'est normal en fait, parce que nous enfants occidentaux, nés ici en Occident, pour nous le nom de famille est quelque chose d'insignifiant. Aujourd'hui si tu vois quelqu'un et tu lui demandes comment il s'appelle, il va te dire je m'appelle Hassan, je m'appelle Aboubakar. Nous on s'arrête là. Mais nos parents et nos ancêtres, eux ils s'arrêtaient pas là. Parce que le nom de famille avait son importance et avait une signification profonde. C'est pour ça que toujours ils te demandent Idjamoudjouma, c'est-à-dire c'est quoi ton nom de famille? Pourquoi? Parce que juste avec le nom de famille, c'est comme si c'était ta pièce d'identité Ariel Aziz. Avec ton nom de famille, c'est-à-dire nos ancêtres, juste avec ton nom de famille, ils pouvaient savoir de quelle ethnie tu étais, déjà dans un premier temps. Ils pouvaient savoir également, même dans ton ethnie, de quelle caste tu es. Ils savaient si tu étais un noble. Excusez-moi. Ils pouvaient savoir directement avec ton nom de famille si tu étais un noble, si tu étais un forgeron, un cordonnier, un captif, un griot, etc. Juste avec ton nom de famille, le gars, il avait déjà remonté toute ta généalogie, Ariel Aziz. C'est-à-dire, il te connaissait déjà d'où tu viens, il connaissait tes ancêtres, il savait de quel côté à peu près de l'Empire mandingue tu étais. C'est-à-dire, il savait à qui il avait affaire en réalité. Et moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ça. Je disais, mais arrêtez de me prendre la tête. Pourquoi toujours vous me demandez Djamoudjouma? Laisse-moi tranquille, je t'ai donné mon prénom, ça te suffit pas? Tu veux encore mon nom de famille? Mais en réalité, je vous assure, nos ancêtres, nos parents et nos ancêtres, là, wallah, ils étaient trop loin. Ils étaient trop loin. C'est nous, en fait, on était des ignorants. Wallah, on était des ignorants. Bref. Et tous les noms de famille que je vous ai cités là,
précédemment, ils font tous référence à des ethnies différentes et à des castes et des sous-castes aussi différentes qui sont appropriées à des corps de métier. Dans un premier temps, je vais me baser sur une seule ethnie, je vais me baser sur l'ethnie des Soninké. Parce que je pense que c'est celle qui nous parle le plus, surtout ici en France. Je ne vais pas rentrer dans les ethnies des Sénoufos ou bien des Touaregs ou bien des Dogons, parce que je pense que de manière générale ici en France, ça ne nous concerne pas trop. On va plus se concentrer sur les différentes castes chez les Soninké. Donc, parmi les différentes castes, on a en tête de liste les Horé. Les Horé, c'est-à-dire ce sont les nobles, les gens libres. Ce sont des gens qui ne sont pas vraiment affiliés à une certaine famille. Ce sont les gens qui sont en haut de la pyramide. Ce sont les nobles, ce sont les riches, voilà. C'est la caste, on va dire, la crème de la crème parmi toutes les castes. La caste des Horé. Ensuite, on a une autre caste de Horé qui est encore supérieure, qu'on appelle les Tonkalemme. Les Tonkalemme, ce sont des Horé, mais qui font partie de la famille royale ou bien qui sont issus du sang royal. Ensuite, on a les Komé qui sont les esclaves ou bien les captifs. On a les Garenké qui sont les cordonniers. On a les Tagé qui sont les forgerons. Les Saké qui sont les charpentiers qui s'occupent du bois. On a les Djaré qui sont tous ceux qui ont comme corps de métier de divertissement tels que les griots ou bien les magiciens, etc. C'est-à-dire toutes ces castes-là faisaient référence également à des noms de famille et à des corps de métier. On a les nobles, on a les captifs, les cordonniers, les forgerons, les charpentiers, les divertisseurs, les griots, les magiciens, les guerriers, etc. Il y a d'autres noms de castes, mais vu que je ne les maîtrise pas, je ne vais pas les mentionner. Et moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que la société, elle était tellement organisée que cette organisation est restée comme ça pendant des siècles. Elle est restée comme ça pendant des siècles, c'est-à-dire le corps de métier était héréditaire. Héréditaire et patrilinéaire, c'est-à-dire si ton père est forgeron, tu vas hériter de ce métier-là. Tu ne pourras pas être cordonnier, tu ne pourras pas être garanké. Si toi tu es tagué, tu ne vas pas être garanké, c'est-à-dire tu vas rester dans ta caste. Tu vas te marier uniquement avec une femme aussi qui a un père tagué ou bien un père garanké de la même caste que toi. Et le corps de métier est héréditaire et patrilinéaire, c'est-à-dire il est transmis par qui? Par le père. Et c'était resté comme ça pendant des siècles et la société était organisée comme ça pendant des siècles et tout se passait bien. Il y avait très peu de conflits, très peu de guerres, c'est-à-dire qu'il y avait une stabilité dans l'Empire incroyable. Et en réalité, le truc aussi qui est fort, c'est que, vous savez, nous avec notre culture occidentale, ça on peut pas l'accepter ça. On peut pas l'accepter, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si mon père il est forgeron, je vais lui dire, mais papa, moi je veux pas être forgeron. Moi j'ai envie d'être mécanicien, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou bien si mon père il est charpentier, pourquoi je vais être charpentier? Moi je vais être un guerrier, mais ça marchait pas comme ça chez eux. Il y avait l'éducation, il y avait le respect des codes, des valeurs. Et en fait, si vous voulez, ils étaient tellement fiers de leur nom de famille, ils étaient tellement fiers de leur famille même, de leur généalogie, que eux-mêmes, les enfants, ils étaient tellement éduqués dans ça qu'ils voulaient pas briser la chaîne. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ils se disaient, mais attends, moi mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça remonte pendant comme ça des siècles, ils ont tous été des forgerons. Et moi, minable, là, en dernier, je vais venir, parce que comme ça, comme par enchantement, je vais venir briser la chaîne. C'est pas possible. Je suis obligé de faire honneur à ma famille. Je suis obligé d'être honneur. Ils m'ont transmis le flambeau. C'est-à-dire, ils m'ont donné l'étendard de ma famille. Je suis obligé de respecter ça. Je peux pas venir bafouer parce que j'ai des envies personnelles. Et c'est ça qui était fort en réalité en Afrique. C'était ça qui était fort dans les ethnies africaines. C'est-à-dire, personne ramenait sa fraise. Et ça marchait comme ça pendant des siècles. Je vous assure, c'était un truc de fou. Et il faut pas croire que, en réalité, il faut pas croire que toutes les castes dont j'ai énuméré, il faut pas croire que ces castes-là étaient, il y avait des castes qui méprisaient d'autres castes. Attention, chaque caste était fière de sa caste et chaque caste avait besoin d'une autre caste. Vous prenez par exemple les Horé qui étaient les nobles. Le Horé, il avait quand même besoin du forgeron pour se faire des bijoux en or, etc. C'est-à-dire, le forgeron lui vivait grâce au noble, mais le noble avait également besoin du forgeron. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le noble, malgré que lui il était en haut de la pyramide, il avait quand même besoin également du charpentier. Et tous les membres de l'Empire avaient besoin des saké. Pourquoi? Parce que c'était eux qui faisaient les chaises, les tables, etc. C'est-à-dire, chaque caste avait son corps de métier et ils étaient responsables d'un poste qui leur donnait déjà un savoir-faire en la matière qui était unique chez eux. Il y avait également des secrets qui étaient ésotériques, dont je parlerai dans un autre chapitre, qui se transmettaient de génération en génération et ils étaient fiers de ça. Je ne sais pas si vous comprenez, ils étaient fiers de ça. Et il n'y avait aucune caste qui méprisait une autre caste. Chaque caste avait besoin de la caste des autres pour coexister. Et l'Empire vivait comme ça en harmonie pendant des siècles. Et vous savez, j'en ai fait une analogie, moi, avec une sourate dans le Coran. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je lisais le Coran comme ça et je le feuilletais. Et à un moment donné, je suis tombé sur une sourate qui s'appelle sourate An-Naml, sourate la fourmi. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi là, il parle de la fourmi? Je sais pas, c'est un insecte insignifiant que tout le monde écrase. Allah, dans le Coran, il parle de Namla, la fourmi. Donc, je suis allé vérifier, j'ai commencé à lire la sourate An-Naml. Et quand j'ai lu sourate An-Naml, je suis tombé sur le passage où il y a une fourmi qui disait aux autres fourmis, c'était la reine. Dans les explications, ils disent que c'était la reine. Il y a une autre version aussi qui dit que c'était une autre fourmi qui n'était pas la reine, mais qui était générale de guerre. Et la fourmi, elle a dit aux autres fourmis, oh vous les fourmis, rentrez dans vos demeures. Parce que le prophète Suleiman, arrive avec son armée. Et quand ils vont arriver dans la vallée, ils risquent de vous écraser sans même faire exprès. Et Suleiman, qui était un prophète, il a entendu, vu que lui, Dieu lui avait doté de cette science-là, de pouvoir entendre et de savoir
interpréter et pour savoir même communiquer avec les insectes et certains animaux, Suleiman, lui, il a entendu la fourmi parler comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, ça m'avait tellement étonné quand je lisais le Coran, quand je lisais ce chapitre-là, que je suis même allé faire des recherches sur les fourmis. Ça m'avait tellement intrigué, je me suis dit, mais attends, si Allah il parle des fourmis, il faut vraiment qu'on commence à s'intéresser aux fourmis. Et quand j'ai commencé à chercher, faire des recherches sur les fourmis, les scientifiques, ils ont dit que les fourmis, il y a à peu près 12 000 à 14 000 espèces de fourmis. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il y a entre 12 000 et 14 000 espèces de fourmis différentes. Et dans chaque espèce de fourmi, il y a des sous-classes et il y a des castes également. C'est pour ça que je vous fais un parallèle avec le Coran et les fourmis pour que vous puissiez comprendre, pour qu'on puisse comprendre ensemble la manière dont l'Afrique subsaharienne était organisée par caste. Je vous assure que c'est la même structure que les fourmis. Maintenant, venez avec moi, je vous explique. Donc, les fourmis, il y a entre 12 000 et 14 000 espèces de fourmis. Et chaque fourmi est composée de sous-classes. On remarque également que les fourmis sont divisées en 4 castes. Il y a les reines, dans un premier temps, il y a les mâles, il y a les ouvrières et il y a les nourricières. Ça fait 4. Je répète, il y a les reines, il y a les mâles, il y a les ouvrières et il y a les nourricières. Et maintenant, dans toutes ces castes que je viens de dire, il y a des sous-classes. Par exemple, parmi les ouvrières, il y a les guerrières. Il y a les guerrières, il y a les guerrières tueuses. C'est-à-dire, il y a plein de sous-castes. Et vous allez regarder chez les fourmis, quand la fourmi elle naît, quand elle vient au monde, la fourmi, c'est-à-dire son poste lui est déjà attitré dès la naissance. Et jusqu'à la fin de sa vie, cette fourmi-là ne va pas changer de poste. C'est-à-dire si elle est née pour être guerrière, elle va rester guerrière. Si elle est née pour être ouvrière, elle va rester ouvrière. Si elle est née pour être nourricière, elle va rester nourricière. Si elle est née pour être reine, elle va rester reine. Si elle est née aussi pour être mâle, pour féconder les différentes reines également, il va rester mâle pour féconder les différentes reines. Et c'est ça son poste jusqu'à sa mort. C'est-à-dire la fourmilière, elle est régulée et elle est gérée comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est régulé et c'est géré comme ça. Et c'est ce qui fait que dans la fourmilière, c'est tellement bien organisé. C'est parce que, en fait, la fourmilière est divisée et structurée par caste. Chacun a son poste, chacun respecte son corps de métier. Aucune fourmi cherche à prendre le poste ou bien le corps de métier d'un autre. Chacun reste à sa place. Chacun est satisfait de sa place. Personne ne veut prendre la place de l'autre. Il y a une corrélation entre les autres. Il y a une cohésion sociale qui fait que toute la fourmilière est bien coordonnée et tout se passe bien. Et ça se passe comme ça dans les fourmilières. Ils ont d'ailleurs même découvert qu'il y a des espèces de fourmis dans lesquelles il y a des sous-castes de fourmis qui sont les portiers. Je vous mets une photo là, vous pouvez regarder. Vous voyez la fourmi là avec sa tête en forme de... avec sa tête ronde, on dirait un bouclier. Et bien ça c'est des fourmis, quand elles naissent avec cette forme morphologie là. Et c'est les seules fourmis dans la fourmilière qui naissent avec cette tête là. C'est la forme de la tête. Et bien en réalité ces fourmis là c'est les portiers. Ils sont nés pour être portiers et toute leur vie vont faire les portiers. C'est-à-dire la fourmi, cette fourmi là quand elle naît, elle sait qu'elle son poste c'est de fermer la porte de la fourmilière. C'est-à-dire elle met sa tête et elle ferme la porte. Et la porte, c'est-à-dire l'entrée de la fourmilière a la même forme que sa tête. La fourmi elle vient, elle met sa tête et elle bouche la porte. Et toutes les autres fourmis, quand elles veulent rentrer dans la fourmilière, si vous faites vos recherches scientifiques là-dessus, vous allez trouver. Toutes les autres fourmis, quand elles veulent rentrer dans la fourmilière, elles sont obligées avec leurs antennes de faire un code arithmétique, une sorte de tambour. C'est-à-dire quand elles tapent sur la tête, ça fait une sorte de musique arithmétique, c'est une sorte de code. Et si la fourmi fait le bon code, et ben la fourmi portière déplace sa tête et elle laisse entrer la fourmi. Mais malheureusement également pour elle, si la fourmi fait un mauvais code, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que c'est une intrusion externe. Donc, la fourmi portier prévient les fourmis guerrières ou bien tueuses qui sont juste derrière. La fourmi enlève sa tête et la fourmi qui a essayé de rentrer ou bien qui s'est trompée de code, elle se fait assassiner ou bien elle se fait trucider, un peu comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire chez les fourmis, ils sont divisés et spécifiés comme ça. Et c'est totalement incroyable. Et pour revenir à la sourate ou bien au tafsir de la sourate An-Naml, vous allez voir qu'à un moment, si vous cherchez dans les explications, le prophète Suleiman, il a parlé avec cette fourmi. Il a recueilli cette fourmi-là dans sa main, il a commencé à parler avec elle. Et Suleiman, il lui a posé des questions. Comment ça se passe dans ton royaume? Comment est-ce que tu gères ton royaume? Comment ça se passe? Et à un moment donné, le prophète Suleiman, il a posé la question à la fourmi. Il a dit, mais qu'est-ce que tu penses de mon armée? Et la fourmi, elle a regardé comme ça, elle a vu l'armée de Suleiman qui était composée de djinns, de démons, d'êtres humains, d'oiseaux. C'est-à-dire, il y avait il y avait des animaux, il y avait un peu de tout. La fourmi, elle a rétorqué au prophète Suleiman, elle a dit à Suleiman, je jure par Allah que mon armée est plus vaste que ton armée. Et Suleiman, il a été étonné par cette réponse-là de la fourmi. Il lui a dit, mais prouve ce que tu dis, montre-moi la preuve. Et c'est-à-dire, cette fourmi-là, elle a appelé toutes les fourmis de la tanière, de la fourmilière, elle a dit, oh vous les fourmis, sortez de vos demeures. Et dans le tafsir, dans l'explication, ils expliquent que les fourmis, elles ont commencé à sortir en masse jusqu'à inonder toute une vallée. C'est ce qu'on appelle la vallée des fourmis. Les fourmis, elles ont commencé à inonder, c'est-à-dire à se répandre à perte de vue. Et quand Suleiman alayhi salam, il a vu ça, Suleiman alayhi salam, il a glorifié Allah. Il a dit, Subhanallah Rabbi al-A'la, louange à Allah, le très élevé, qu'il crée comme il veut, qu'il crée ce qu'il veut comme il veut. Allahu Akbar. Bon, ça c'était une parenthèse. Bon, revenons-en à nos parents rapidement. C'est-à-dire mon frère, mon cher frère, ma chère sœur, quand toi, petit français là, occidental, tu viens voir ton père, toi par exemple, t'es garenké, tu viens dire à ton père, ouais papa, je veux me marier avec une fille, mais elle c'est une comée. Il est obligé de te regarder mal, frérot, parce que lui il sait d'où il vient. Lui il sait d'où il vient, il connaît son histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça a trop de valeur, ça a trop d'importance. Mais toi, petit français occidentalisé là, qui a été éduqué, élevé à ketchup mayonnaise, toi tu peux pas comprendre tout ça. Et en réalité, on est des victimes du système dans lequel on a grandi. Et la schizophrénie aussi, moi pourquoi j'accuse aussi nos parents? Parce que eux ils savent peut-être d'où ils viennent.
certes, mais nos parents aussi sont schizophrènes. Pourquoi? Dans le sens où tu peux pas imposer à ton enfant que tu as mis dans un monde pluriculturel, et dans ce monde où il y a une pluralité de cultures, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, il y a des Maghrébins, il y a des gens de l'Afrique subsaharienne de différentes castes, il y a des gens même qui viennent d'autres empires, qui viennent même pas de l'empire mandingue, d'autres même qui viennent de l'empire du Dahomey, il y a des gens qui viennent de Centrafrique. C'est-à-dire, tu mets tes enfants dans un monde pluriculturel, mais dans ce choix multiple, tu leur demandes de sélectionner, de trouver quelqu'un de ton ethnie, de ta caste. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est quasiment impossible. Les choix sont trop limités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si nous, enfants occidentaux, aujourd'hui, on était dans le bon contexte, on était en Afrique, dans notre caste, dans notre village, pour trouver un membre de sa caste, de sa famille, c'était facile parce que le choix est multiple. Mais on est en Occident et les parents schizophrènes, nos parents qui sont, pour moi, c'est de la schizophrénie, ils nous mettent nous dans un monde totalement occidentalisé, pluri-ethnique. C'est-à-dire il y a différentes castes et dans tout ça là, dans ce choix multiple, il dit dans tout ça là, il faut que tu me trouves quelqu'un de notre ethnie, de notre caste et de même village que nous. Ça, c'est de la schizophrénie, c'est totalement impossible. En tout cas, il faut vraiment avoir de la chance. Et même si tu le trouves, finalement, peut-être qu'il ne sera pas ton goût, il ne sera pas ton type, tu ne seras pas forcément intéressé par ce type de personne. Donc le choix vraiment devient très 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 difficile. Et elle est là pour moi, la schizophrénie de nos parents. C'est vrai qu'ils savaient d'où ils venaient, mais je pense qu'ils ont manqué de tact, ils ont manqué de logique, ils ont manqué de sagesse et ils ont également manqué de pédagogie pour nous enseigner ces valeurs-là de manière profonde. Et c'est ça le problème avec les Africains. Les Africains, quand tu poses trop de questions, ils disent toi tu parles trop. Quand tu demandes à un Africain, à ton père ou à bien ta, oui mais pourquoi c'est comme ça? Il dit hey, toi tu parles trop, tu poses trop de questions. Fais comme on t'a dit et parle pas trop mon frère. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème de l'Afrique. Parce que je pense que si nos parents n'avaient pas été schizophrènes et nous avaient fait asseoir, nous expliquer déjà d'où on vient, posément, avec sagesse, avec dignité, dans l'ambiance et la bonne humeur, en nous expliquant que voilà, nous on vient d'un empire, on vient de telle famille, telle ethnie, etc. Nous expliquer d'où on vient, nous transmettre le flambeau. C'est-à-dire de nous-mêmes, on allait vouloir porter l'étendard de notre famille. Mais ils nous en ont rien enseigné et ils nous ont dit si t'es garenké, ramène-nous une garenké et parle pas avec nous. Mais c'est pas comme ça marche. Franchement, nos parents, je trouve que sur ce coup-là, ils ont pas trop assuré.